Octobre 22, 1942. Usine Octobre Rouge, Stalingrad. Température, négatif 4 degrés Celsius. Le bout du fusil Mosin Nagant tremblait imperceptiblement dans l'air glacé. À travers la lunette télescopique PU3, 5X, Vassili Zaïtsev pouvait voir chaque détail du visage de l'homme qui voulait le tuer. 300 mètres, une éternité dans les ruines, une distance intime pour un tireur d'élite. L'Allemand était bon, très bon. 5 jours qu'il jouait à ce jeu mortel dans les décombres fumants de l'usine métallurgique. 5 jours que ni l'un ni l'autre n'avaient dormi plus de quelques minutes. 5 jours qu'un homme allait mourir. Un bon sniper. Zaïtsev écrirait plus tard dans son journal, peut sentir quand il est dans la lunette d'un autre. C'est comme une pression sur votre nuque, une présence froide. Ce matin-là, cette présence était partout, ce que ni Vassili Zaïtsev ni son adversaire présumé, le major Erwin Koenig de l'école de tireurs d'élite de Zossen, ne pouvaient savoir en cet instant figé, c'est qu'ils incarnaient une transformation révolutionnaire dans l'art de la guerre. Les ruines de Stalingrad allaient devenir le laboratoire d'une nouvelle doctrine de combat, où un homme avec un fusil et une lunette pouvait neutraliser une compagnie entière, où la psychologie devenait plus meurtrière que l'artillerie. Dans les 6 mois à venir, l'école de snipers créée par Zaïtsev formerait 28 tireurs d'élite, qui ensemble élimineraient plus de 3000 soldats allemands. Un ratio de destruction qui défiait toute logique militaire conventionnelle. Un seul homme, une seule balle, un impact psychologique dévastateur sur des milliers. Les mathématiques de la terreur étaient simples. Chaque sniper soviétique formé par Zaïtsev tuait en moyenne 108 Allemands avant de tomber lui-même. Les Allemands, qui avaient dominé l'art du tir d'élite depuis 1914, découvriraient que dans les ruines, leur méthode était obsolète. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un duel légendaire, c'est celle de la transformation d'hommes ordinaires en instruments de terreur calculés, de la naissance d'une doctrine qui changerait la guerre urbaine pour toujours, et du moment où les chasseurs soviétiques découvrirent qu'ils pouvaient non seulement survivre à Stalingrad, mais en faire leur terrain de chasse. Le 13 septembre 1942, la 62e armée soviétique du général Vassili Chouikov contrôlait exactement 9% de Stalingrad. Le reste appartenait à la 6e armée allemande de Friedrich Paulus. Les calculs allemands prévoyaient la chute complète de la ville en 72 heures. Ces calculs ne tenaient pas compte d'une réalité simple. Dans les ruines, toutes les règles changeaient. Unterofficier Heinrich Müller, 389e division d'infanterie, écrivait à sa femme le 15 septembre. « Nous avançons, mais chaque immeuble est une forteresse. Chaque fenêtre peut cacher la mort. Aujourd'hui, nous avons perdu 23 hommes pour progresser de 200 mètres. Un seul tireur russe, caché dans les décombres, nous a cloués au sol pendant 4 heures. Quand nous l'avons finalement délogé, il avait tué 8 de nos meilleurs hommes. Il avait 16 ans. La transformation de Stalingrad en cauchemar urbain avait créé un nouveau type de champ de bataille. Les bombardements allemands massifs, censés faciliter l'assaut, avaient transformé la ville en un labyrinthe vertical de béton brisé, de fer tordu et de zones d'ombre infinies. Chaque bloc d'immeubles détruit offrait des milliers de positions de tir. Les sous-sols reliés entre eux créaient des réseaux souterrains invisibles. Les étages supérieurs effondrés formaient des nids d'aigles naturels. Les soviétiques avaient perdu une ville, mais gagné un terrain idéal pour une guerre d'usure. Le général Chouikov le comprit immédiatement. Le 14 septembre, lors d'une réunion avec ses commandants dans un bunker sous les ruines de la gare centrale, il déclara « Nous ne pouvons pas les battre en force. Ils ont plus de chars, plus d'artillerie, plus d'avions. Mais dans ces ruines, un homme invisible avec un bon fusil vaut un bataillon. Trouvez-moi des chasseurs, trouvez-moi des hommes qui peuvent transformer chaque Allemand qui avance en une cible. » Parmi les soldats présents se trouvait un jeune caporal de 26 ans, qui avait grandi dans les montagnes de l'Oural, chassant le loup depuis l'âge de 12 ans.
Son nom était Vassili Grigorievitch Zaïtsev. Zaïtsev n'avait rien d'exceptionnel au premier regard. On aime 72, 68 kilos, visage ordinaire d'un paysan russe. Mais ses mains ne tremblaient jamais. Et ses yeux, ceux qui les croisaient, s'en souvenaient. Des yeux qui évaluaient les distances instinctivement, qui lisaient le vent dans le mouvement des poussières, qui distinguaient l'ombre du mouvement à 500 mètres. Il avait passé son enfance dans les forêts de l'Oural avec son grand-père, un chasseur légendaire qui lui avait appris une leçon fondamentale. Un bon chasseur ne gaspille jamais une balle. Si tu tires, ta cible doit tomber. Sinon, tu révèles ta position pour rien et le gibier disparaît. Cette philosophie, Zaïtsev l'avait appliquée dès ses premiers jours à Stalingrad. Affecté à la 1047e régiment de fusiliers le 20 septembre, il avait passé 3 jours à observer avant de tirer sa première balle. Lorsqu'il tira enfin, le 23 septembre au matin, un officier allemand s'effondra à 412 mètres, une balle soviétique de 7, 62 même dans le crâne. Ce jour-là, Zaïtsev tua 5 Allemands. 5 balles, 5 morts. Le lendemain, 7. Le surlendemain, 9. Son commandant de compagnie, le capitaine Medvedev, nota dans son rapport: le soldat Zaïtsev possède une capacité inhabituelle d'immobilité. Il peut rester en position pendant 8 à 10 heures, sans mouvement détectable. Il évalue les distances avec une précision qui défie mes calculs d'artillerie. Plus remarquable encore, il comprend instinctivement le comportement de l'ennemi, anticipant leurs mouvements avec une exactitude troublante. À la fin septembre, Zaïtsev avait éliminé 32 soldats allemands confirmés. Chaque mort était enregistrée méticuleusement. Heure, distance, conditions météorologiques, type de cible. Cette rigueur documentaire, inhabituelle pour un simple soldat, attira l'attention du commissaire politique du régiment, Danilov. Danilov comprit immédiatement la valeur propagandiste d'un héros sniper. L'armée rouge avait besoin de victoires, même symboliques. Le 2 octobre, le journal Krasnaya Zvezda, Étoile rouge, publia son premier article sur Zaïtsev. Dans les ruines de Stalingrad, nos chasseurs transforment chaque rue en terrain de mort pour les envahisseurs fascistes. Le caporal Vassili Zaïtsev, fils de berger de l'Oural, a personnellement éliminé 40 hitlériens. Les chiffres étaient légèrement exagérés pour les faits, mais l'impact fut réel. Des centaines de soldats soviétiques demandèrent à être formés par Zaïtsev. Le Stavka, haut commandement soviétique, y vit une opportunité. Le 10 octobre 1942, Zaïtsev reçut l'ordre de créer une école de snipers. Il avait 10 jours pour former le premier groupe. Ses élèves seraient choisis parmi les meilleurs tireurs des régiments défendant Stalingrad. L'école de Zaïtsev s'établit dans les sous-sols de l'usine métallurgique Octobre Rouge. Les salles de classe étaient des tunnels de béton éclairés par des lampes à pétrole. Le champ de tir était la ville elle-même, et les cibles tiraient en retour. Le premier groupe comptait 28 élèves. 18 hommes, 10 femmes. Parmi elles, Tania Chernova, 22 ans, étudiante en histoire avant la guerre, qui deviendrait l'une des snipers soviétiques les plus meurtrières, avec 91 kills confirmés. Le curriculum de Zaïtsev était radical. Aucun manuel militaire traditionnel. Seulement ce qui fonctionnait dans les ruines. Les Allemands, enseignait Zaïtsev lors de la première session, cherchent des silhouettes. Ils cherchent des formes qu'ils reconnaissent. Un casque, des épaules, un fusil. Votre travail est de devenir ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Vous êtes une pierre, un morceau de métal tordu, une ombre qui n'existe pas. Les élèves passaient des heures à construire leur position de tir, pas seulement à se cacher, mais à devenir partie du décor. Ils apprenaient à mélanger poussière de briques, cendres et huile de machine pour créer des surfaces qui absorbaient la lumière au lieu de la refléter. Ils couvraient leurs fusils de bandes de tissu déchirées, attachées de façon irrégulière pour briser les lignes droites que l'œil humain détecte instinctivement. Viktor Medvedev, élève du premier groupe,
se souvenait. Zaïtsev nous montrait une position de tir, puis il nous demandait de la retrouver. Même en sachant qu'elle était là, dans un rayon de 10 mètres, il nous fallait parfois 20 minutes pour la localiser. Il disait, « Si vous ne pouvez pas vous trouver vous-même, l'ennemi ne vous trouvera pas. » La doctrine allemande de tireur d'élite privilégiait l'efficacité. Prendre position, éliminer la cible, se déplacer. 3 à 5 kills par jour, puis repositionnement pour éviter la détection. Zaïtsev enseignait l'opposé. Un bon sniper soviétique restait en position 12 à 16 heures, parfois 24. Il attendait que les cibles viennent à lui, attiré par la fausse sécurité d'une zone qui semblait déserte. Les Allemands sont pressés, expliquait-il. Ils veulent progresser, capturer, occuper. Cette impatience est leur faiblesse. Nous avons le temps. Nous avons l'éternité. Nous sommes déjà chez nous. Anatoly Tchekhov, qui survivrait à la guerre avec 135 kills confirmés, raconta « La première fois que j'ai tué un homme, j'avais attendu 11 heures. 11 heures sans mouvement, dans le froid, ma vessie me suppliant de bouger. L'Allemand apparut à 14h47. Je le sais parce que j'avais mémorisé l'heure précise de chaque rayon de soleil traversant les ruines. Il fit 3 pas, je tirai. Il tomba. Je restais en position 6 heures de plus. 2 de ses camarades vinrent récupérer le corps. Je l'ai tué aussi. 3 hommes, une position, 17 heures. Zaïtsev me félicita. Il dit que j'avais appris. La hiérarchie des cibles était précise. Pas les soldats ordinaires, pas les conscrits qui avançaient maladroitement. Les officiers d'abord, les sous-officiers ensuite, les observateurs d'artillerie, les coureurs de messages, les soldats avec des cartes, ceux dont la mort créait le chaos. Un soldat mort, disait Zaïtsev, c'est un soldat mort. Un officier mort, c'est 30 soldats confus. Un commandant de compagnie mort, c'est une compagnie qui ne sait plus où aller. Les snipers de Zaïtsev apprenaient à identifier les insignes, même à distance, à distinguer les postures. Un lieutenant se tient différemment d'un simple soldat. Il regarde autour de lui avec autorité. Il pointe. Il ordonne. Ses gestes le marquaient pour la mort. Nikolai Kulikov, qui partagerait 74 kills avec Zaïtsev en tant que binôme, expliquait. Nous tirions rarement sur les premiers Allemands que nous voyions. Nous attendions que leur commandant apparaisse. Parfois, nous laissions passer une douzaine de cibles faciles, attendant le coup qui ferait vraiment mal. Un capitaine que j'ai tué en novembre avait probablement 200 hommes sous ses ordres. Sa mort valait celle de 200 soldats ordinaires en termes d'impact tactique. C'était peu. Être la leçon la plus révolutionnaire. Zaïtsev ne formait pas seulement des tireurs. Il formait des terroristes psychologiques. Les snipers apprenaient à créer des zones de mort prévisibles, toujours tirées depuis les mêmes angles généraux pour que les Allemands sachent qu'une certaine rue, un certain carrefour, était mortel. Puis, une fois cette peur établie, changer complètement de position et frapper là où ils se croyaient en sécurité. Ils apprenaient à varier les temps entre les tirs, parfois 3 kills en 5 minutes, créant la panique. Parfois 1 kill, puis rien pendant 6 heures, puis un autre, établissant que nulle part n'était sûr à aucun moment. Ils apprenaient surtout à laisser des survivants traumatisés, blessés au lieu de tuer, occasionnellement. Une balle dans le ventre, pas le cœur. Le soldat blessé hurlait, et ses camarades devaient choisir, le laisser mourir, ou risquer leur vie pour le secourir. Dans les 2 cas, le moral s'effondrait. Peter Weber, soldat allemand de la 305e division, l'écrivit dans une lettre capturée. « Les rues sont des démons dans ces ruines. Tu ne les vois jamais, mais ils te voient toujours. Schmidt a été tué hier en sortant pour uriner. Une balle dans la tête. Il était à 3 mètres de l'abri. Maintenant nous pissons dans des bidons, et nous ne sortons qu'après la tombée de la nuit. Mais même la nuit, il tue. Nous l'avons retrouvé ce matin, une balle dans le crâne, le corps positionné pour être visible de notre position. Un message. Ils veulent que nous sachions qu'ils nous possèdent.
Le premier groupe de 28 snipers de l'école de Zaïtsev fut déployé entre le 20 et 25 octobre 1942. En 2 semaines, ils avaient éliminé collectivement 374 soldats allemands confirmés. Le ratio était dévastateur. 35 kills par sniper. Dans une guerre où un soldat d'infanterie ordinaire pouvait passer des semaines sans voir l'ennemi, ces chasseurs tuaient quotidiennement. Plus important encore, l'impact psychologique dépassait les simples nombres. Les rapports de renseignement soviétiques interceptaient des communications allemandes, révélant une peur croissante. Rapport du 3 novembre 1942, 389 M. Division. Le moral des troupes est affecté par les pertes continues causées par des tireurs russes invisibles. Les soldats refusent de se déplacer individuellement en plein jour. Cela ralentit significativement nos opérations. Rapport du 8 novembre 1942, 24e. Division Panzer. Perte de 14 officiers et sous-officiers par tir de précision dans le secteur d'Octobre Rouge au cours des 12 derniers jours. Le commandement de compagnie est sévèrement impacté. Les remplacements hésitent à assumer des positions de leadership visibles. Les Allemands, qui avaient eux-mêmes une tradition de tireurs d'élite remontant à la Première Guerre mondiale, réalisèrent qu'ils affrontaient quelque chose de nouveau. Non pas des snipers opérant en soutien d'opérations conventionnelles, mais une force de frappe indépendante qui transformait le terrain urbain en zone de chasse. Le Stavka ordonna l'expansion immédiate du programme. Le 15 novembre, Zaïtsev supervisait la formation de 4 groupes simultanés, 112 élèves au total. Ces méthodes étaient codifiées dans un manuel qui serait distribué à tous les fronts de l'armée rouge. Mais c'est alors que les Allemands décidèrent de répondre directement. L'histoire du major Erwin König reste l'un des éléments les plus débattus de Stalingrad. Les historiens occidentaux ont longtemps douté de son existence. Les archives allemandes ne contiennent aucune mention d'un major König à Stalingrad. Aucun rapport de la 6e armée ne mentionne l'envoi d'un tireur d'élite spécial pour éliminer Zaïtsev. Pourtant, Zaïtsev lui-même décrivit ce duel en détail dans ses mémoires. Le commissaire Danilov le documenta. Des dizaines de témoins soviétiques le confirmèrent, et le fusil de sniper allemand que Zaïtsev ramena comme trophée existe toujours. Exposé au musée de la défense de Moscou, la vérité probable est plus nuancée. Il y avait bien un sniper allemand exceptionnel envoyé pour contrer Zaïtsev. Son nom réel n'était Peu, être pas König. Peu, être, était-ce Heinz Torvald ou un autre des instructeurs de Zosen. Mais le duel lui-même fut réel. Ce que nous savons avec certitude vient des rapports militaires soviétiques et des témoignages convergents. Entre le 15 et 22 octobre, 11 snipers soviétiques furent tués dans le secteur d'Octobre Rouge, tous par des tirs de précision extrême, tous de headshots, la signature d'un tireur d'élite professionnel. Les distances variaient de 310 à 480 mètres. Aucun corps ne fut récupéré immédiatement, suggérant que le tireur allemand contrôlait le terrain autour de ses kills. Le 18 octobre, Zaïtsev écrivit dans son journal « Il y a un nouveau chasseur dans les ruines. Il est différent des autres. Ses tirs ne révèlent jamais sa position. Il choisit ses cibles avec soin, seulement nos meilleurs snipers. Il attend que nous nous déplacions pour tirer, jamais pendant que nous sommes en position fixe. Il comprend nos méthodes. Morozov est mort ce matin, Shaïkin cet après-midi. Tous deux étaient excellents. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'art. » Zaïtsev et son binôme Nikolai Kulikov prirent position avant l'aube, dans un nid qu'ils avaient préparé pendant 3 nuits. Une fissure dans un mur de béton de l'usine métallurgique, à peine assez large pour le canon d'un fusil, offrant une vue de 240 degrés sur les ruines. Ils attendirent. À 11h23, un mouvement. 380 mètres, élévation légèrement supérieure, un éclair de lumière, probablement un reflet sur une lunette de visée. Puis rien. Kulikov chuchota. « Je l'ai vu, juste là. » Zaïtsev. « Moi aussi. Ne bouge pas. Il teste.
Il veut savoir si quelqu'un observe ce secteur. Ils restèrent immobiles. À 11h47, le même éclair, 40 mètres à gauche de la position précédente. L'Allemand se déplaçait entre positions multiples. À 14h32, un casque soviétique attaché à un bâton fut levé à 150 mètres de leur position par un soldat qui ne savait pas qu'il participait à un duel mortel. Le tireur allemand ne tira pas. Un amateur aurait tiré sur cette cible facile. Ce sniper savait que c'était un leurre. Il est aussi patient que nous, nota Zaïtsev. Peut être plus. Au coucher du soleil, ils se retirèrent sans avoir tiré un coup. Mais Zaïtsev avait appris. L'Allemand opérait dans une zone de 200 mètres carrés de ruines, utilisant au moins 4 positions différentes. Il ne tirait que sur des cibles confirmées de grande valeur, et il était assez discipliné pour refuser des opportunités douteuses. Le deuxième jour, ils arrivèrent encore plus tôt, à 4h30, 2 heures avant l'aube. Zaïtsev avait choisi une nouvelle position, pas dans l'usine cette fois, mais dans les ruines d'un immeuble résidentiel à 200 mètres au sud de leur nid précédent. Le raisonnement, l'Allemand s'attendrait à ce qu'ils restent dans leur position forte. Changer l'angle d'observation révélerait peu être sa cachette. À 7h15, avec les premières lumières du jour filtrant à travers la fumée perpétuelle qui couvrait Stalingrad, Koulikov le repéra. Un mouvement, bref, un ajustement de position. L'Allemand était dans les décombres d'un réservoir métallique effondré, utilisant la structure tordue comme camouflage. La position était brillante, impossible à distinguer du reste du chaos industriel, sans savoir exactement où regarder. Distance, 312 mètres. Zaïtsev calcula. Le vent, 4 à 6 km par heure d'est en ouest. Température, 1 degré Celsius. Humidité élevée, la fumée des incendies réduisant la visibilité mais stabilisant l'air. Il visa, son doigt caressa la gâchette du Mosin Nagant. Puis il s'arrêta. Pas encore, chuchota-t-il à Koulikov. Il n'a pas révélé sa lunette. Je ne vois que son ombre. Un tir maintenant pourrait le manquer, et nous serions grillés. Ils attendirent. 8 heures. L'Allemand ne bougea plus visiblement. Soit il était parti, soit sa discipline était surhumaine. À 15h, un événement changea la dynamique. Une unité soviétique lança une petite attaque dans le secteur, à 400 mètres au nord. Le bruit, le mouvement, l'opportunité. L'Allemand tira. Un seul coup, un soldat soviétique s'effondra. Zaïtsev vit le flash de la bouche du canon. Il visa immédiatement et tira. Le projectile de 7,62 mm frappa le métal du réservoir à exactement l'endroit où il avait vu le flash. Des étincelles, mais pas de corps s'effondrant. L'Allemand avait tiré et bougé en une seule séquence fluide. Le temps que Zaïtsev vise et tire peut être 2 secondes. Il avait déjà roulé en arrière dans une position secondaire préparée. Chase, marmonna Zaïtsev, utilisant le juron allemand qu'il avait appris. Il est très, très bon. Cette nuit-là, le commissaire Danilov visita leur position. Il apportait des nouvelles. L'Allemand avait tué 3 autres snipers soviétiques ce jour-là, dans d'autres secteurs. Un total de 14 morts en 3 jours. Trouvez-le, ordonna Danilov. Je me fous du temps que ça prend. Ce fasciste transforme nos meilleurs chasseurs en gibier. Trouvez-le et tuez-le. Le 3e jour, Zaïtsev changea de tactique. Il ne chercha pas l'Allemand. Il créa une raison pour que l'Allemand le cherche. Ils prirent position dans un endroit évident, trop évident. Un nid dans les ruines d'un bâtiment administratif qui offrait un excellent champ de tir, mais était repérable par n'importe quel observateur compétent. Puis Zaïtsev fit quelque chose de risqué. Il tira sur des cibles allemandes. 4 soldats ordinaires, entre 9-0 et 11-0. Des kills faciles, visibles, bruyants. Il signalait sa position. Il criait « Je suis ici ». L'Allemand devrait répondre. Un sniper ne peut pas ignorer un adversaire actif dans son secteur d'opération. Il devrait venir chasser le chasseur. À 13h30, Koulikov le repéra. Pas l'Allemand lui-même,
mais son observateur. Car c'est là que Zaïtsev comprit quelque chose de crucial. L'Allemand opérait avec un observateur, selon la doctrine classique de sniper. Une équipe de 2 hommes, pas un loup solitaire comme les soviétiques préféraient. L'observateur était posté à 60 mètres de la position du sniper, utilisant des jumelles pour scanner le terrain, cherchant la signature du fusil de Zaïtsev. L'erreur de l'observateur fut minuscule. Un ajustement de ces jumelles qui créa un reflet infime. Une microseconde de lumière réfléchie. Kulikov chuchota les coordonnées. Zaïtsev calcula la position probable du sniper lui-même, basée sur l'angle de vision de l'observateur. Mais tirer sur l'observateur révélerait leur position exacte. Et l'Allemand, pas l'observateur, était la véritable menace. À 6h45, l'Allemand commit sa première vraie erreur. Un soldat soviétique traversa une zone dégagée à 340 mètres. Une cible tentante. L'Allemand tira. Dans le millième de seconde où son fusil cracha le feu, Zaïtsev vit tout, l'angle du tir, révélant sa position précise. La séquence, tirer, reculer, se repositionner. Cette fois, Zaïtsev ne visa pas où était l'Allemand. Il visa où il serait. Il calcula. Un tireur d'élite professionnel recule toujours dans la même direction, celle qui offre la meilleure couverture. La structure des ruines ne laissait qu'une seule option logique. Zaïtsev tira 3 secondes après l'Allemand. Le projectile frappa quelque chose. Métal, béton, impossible à distinguer. Pas le son mat d'une balle entrant dans la chair. Mais ensuite, pas de tir de retour, pas de mouvement. Rien pendant 3 heures. Avait-il touché? Ou l'Allemand était-il simplement assez discipliné pour ne pas répondre? Sachant que Zaïtsev guettait la moindre confirmation, ni Zaïtsev ni son adversaire ne bougèrent pendant les 10 à 8 premières heures de cette journée. Ils savaient tous deux où l'autre se cachait approximativement. Bouger signifiait mourir. C'était devenu un test de volonté pure. Qui clignera des yeux en premier? Qui bougera par épuisement? Par besoin physique? Par simple impatience humaine? Zaïtsev avait pissé dans une bouteille à 3 chéros. Il but le reste de son eau à 11 géros. Sa dernière nourriture remontait à 30 heures. Kulikov, à côté de lui, respirait si faiblement qu'on aurait pu le croire mort. À 19h30, alors que l'obscurité commençait à tomber, l'Allemand fit son mouvement. Peut-être pensait-il que Zaïtsev était parti. Peut-être était-il simplement à bout de patience. Peut-être avait-il reçu l'ordre de changer de secteur. Un mouvement. Bref, une forme se déplaçant de l'ombre à l'ombre. Zaïtsev ne tira pas. L'angle était mauvais. La lumière déclinante rendait la visée incertaine. Mais maintenant, il savait. L'Allemand se retirait vers le nord, vers les lignes allemandes, probablement pour se réapprovisionner et dormir. Zaïtsev et Kulikov le suivirent dans l'obscurité. Pas de près. Ils restèrent 200 mètres en arrière, mais assez près pour identifier sa route probable. À 22h, ils savaient où l'Allemand réapparaîtrait le lendemain matin. 4h. Zaïtsev et Kulikov étaient déjà en position. Une nouvelle cachette soigneusement préparée pendant la nuit. Pas là où ils avaient été. Pas là où l'Allemand s'attendrait à les trouver. Mais exactement où ils pouvaient voir l'approche que l'Allemand devrait utiliser pour revenir à ses positions d'hier. 6h47. L'aube. Il était prudent, comme toujours. Déplacement zigzag, utilisant chaque bit de couverture, s'arrêtant fréquemment pour observer. Mais Zaïtsev avait 5 jours d'observation. Il connaissait maintenant le rythme de l'homme, ses préférences, ses habitudes. Quand l'Allemand s'arrêta derrière un bloc de béton pour scanner le terrain, Zaïtsev savait exactement où sa tête apparaîtrait pour le prochain mouvement d'observation. Distance, 324 mètres, vent négligeable. Lumière frontale, pas idéale mais acceptable. Zaïtsev visa non pas où était la tête, mais où elle serait dans 1-2 secondes, le temps que met son projectile à parcourir la distance. L'Allemand leva la tête,
exactement comme Zaïtsev l'avait prédit. Le doigt caressa la gâchette. Pression douce, progressive. Le Mosin Nagant rugit. Le projectile de 7,62 MSM traversa l'air froid à 830 mètres par seconde. 15 secondes de vol. Il frappa l'Allemand juste au-dessus de l'œil gauche. À cette distance, avec cette munition, le crâne se fragmenta. Le corps s'effondra dans une posture qui ne laissait aucun doute. L'Allemand était mort avant de toucher le sol. Zaïtsev murmura « Za redis-nous, pour la patrie ». Mais il ne bougea pas. Pas encore. L'observateur allemand était toujours quelque part. 45 minutes passèrent. Puis l'observateur commit l'erreur finale. Il émergea de sa position, probablement pour vérifier son camarade ou récupérer le corps. Koulikov tira. 287 mètres. Le projectile frappa l'observateur en pleine poitrine. Il tomba à côté du sniper. Ce soir-là, sous couvert de l'obscurité, une équipe soviétique récupéra les corps et l'équipement. Zaïtsev examina le fusil de l'Allemand personnellement. Un Mauser Car 9-8K avec une lunette télescopique Zeiss 4X, superbement entretenue. Modification personnalisée, avec une crosse ajustée et un canon légèrement raccourci pour la manœuvrabilité urbaine. Sur le corps, ils trouvèrent des papiers. Le nom était Peu, être Koenig, Peu, être Torvald. Les documents étaient contradictoires, possiblement falsifiés pour raisons de sécurité opérationnelle. Mais le carnet personnel révélait qu'il était instructeur à l'école de tireurs d'élite de Zosen, avec 43 kills confirmés sur le front de l'Est avant Stalingrad. Zaïtsev inscrivit dans son journal de kills ce soir-là, 22 octobre, kill dièse sept sept et dièse septi, sniper allemande expérimenté et son observateur. Distance 324 mètres et 287 mètres. Condition bonne. Duel de 5 jours terminé. Il était excellent. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu être amis. Le duel avec l'Allemand, Koenig ou quel que soit son vrai nom, transforma Zaïtsev de tireur d'élite accompli en légende vivante. Mais plus important, il valida complètement ses méthodes. Les Allemands avaient envoyé leur meilleur. Et ce meilleur avait été surpassé par un berger de l'Oural utilisant des tactiques que Zaïtsev avait développées dans les ruines mêmes de Stalingrad. Le Stavka ordonna l'expansion massive du programme de snipers. D'octobre 1942 à février 1943, 106 tireurs d'élite furent formés selon les méthodes de Zaïtsev, soit directement par lui, soit par ses élèves devenus instructeurs. Les statistiques finales de l'école de Zaïtsev à Stalingrad défient la croyance. 28 diplômés du premier groupe totalisèrent 879 kills confirmés, soit une moyenne de 138, 5 par sniper. 11 survivants jusqu'à la fin de la bataille, un taux de survie de 39%. Tous les survivants furent décorés de l'ordre de l'Étoile rouge ou supérieur. Les nombres individuels des meilleurs élèves témoignaient de l'efficacité mortelle du système. Vassili Zaïtsev 242 kills, confirmé à la fin de Stalingrad. Nikolai Koulikov 187 kills. Anatoly Chekhov 169 kills. Tania Chernova 127 kills. Viktor Medvedev 143 kills. Ces chiffres sont conservateurs. Les kills confirmés nécessitaient soit un témoin, soit une récupération de corps. Les snipers soviétiques estimaient que le chiffre réel était 30-40% plus élevé. Mais au-delà des nombres, l'impact psychologique fut dévastateur pour les Allemands. Le Oberst Wilhelm Adam, aide de camp du général Paulus, écrivit dans son journal le 8 novembre 1942. Les pertes par tir de snipers soviétiques ont atteint des niveaux insoutenables. Depuis octobre, nous avons perdu 107 officiers et 348 sous-officiers de cette manière dans le seul secteur d'Octobre Rouge. Le commandement de compagnie est compromis. Les officiers refusent de porter des insignes visibles. Certains ont commencé à porter des uniformes de soldats ordinaires pour ne pas être identifiés.
Cela détruit la chaîne de commandement et le moral. Plus révélateur encore, les journaux personnels de soldats allemands capturés montrèrent une peur croissante des chasseurs invisibles. Gottfried Hans Schmidt, 305e division, 14 novembre. Aujourd'hui, Weber a été tué en allumant une cigarette. Une balle dans la tête à 300 mètres. Il faisait à peine jour. Ces Russes voient dans le noir, je le jure. Plus personne ne fume en plein jour. Plus personne ne parle fort. Nous nous déplaçons courbés, comme des vieillards. Et même, ça ne suffit pas. Müller a été tué hier, accroupi derrière un mur. La balle a traversé une fissure de 3 centimètres de large. Comment peuvent-ils tirer à travers une fissure qu'on voit à peine? Un trophigier Karl Becker, 389e division, 27 novembre. Nous avons cessé de récupérer nos morts en plein jour. Trop de récupérateurs sont abattus. Les Russes les laissent approcher, les laissent commencer à déplacer le corps, puis tirent. C'est calculé. Ils transforment chaque cadavre en piège. Nos hommes appellent maintenant les corps exposés Russenköder, appât russe. Personne ne va plus les chercher. L'impact opérationnel était mesurable. Les unités allemandes dans les secteurs infestés de snipers soviétiques progressaient 10% plus lentement que dans les zones propres. Le simple fait de savoir que des tireurs d'élite opéraient dans une zone réduisait l'efficacité au combat allemande de manière disproportionnée par rapport aux pertes réelles. C'était de la guerre psychologique à l'état pur. Un homme invisible avec un fusil immobilisait des centaines d'hommes. Les Allemands n'étaient pas stupides. Ils réagirent. En novembre 1942, la Wehrmacht lança un programme intensif de formation de snipers spécifiquement pour Stalingrad. L'école de Zossen accéléra sa production, réduisant le curriculum de 6 mois à 6 semaines pour les volontaires expérimentés. Des unités entières de tireurs d'élite furent formées et déployées. La 6e armée créa des équipes de chasseurs, Jägergruppen, composées de 4 à 6 snipers opérant ensemble, avec observateurs, communication radio et support d'artillerie immédiat. Les résultats furent mitigés. Les snipers allemands étaient techniquement supérieurs. Leur équipement était meilleur. Leurs lunettes Zeiss surpassaient les optiques soviétiques. Leur entraînement traditionnel était plus rigoureux. Mais ils ne comprenaient pas Stalingrad. Ils opéraient selon la doctrine classique. Prendre position, éliminer cibles de haute valeur, se replier. Ils évitaient l'engagement prolongé. Ils minimisaient les risques. Les soviétiques faisaient l'opposé. Ils restaient, ils chassaient, ils prenaient des risques calculés. Plus important, ils connaissaient le terrain avec une intimité que les Allemands, attaquant dans un environnement hostile, ne pourraient jamais égaler. Hauptmann Erhard König, si c'était bien son vrai nom, était l'exception, pas la règle. C'était un sniper qui avait adapté ses méthodes au chaos urbain. Sa mort élimina peu. Être le seul adversaire qui aurait pu vraiment défier la suprématie soviétique dans cette forme de guerre. Entre novembre 1942 et février 1943, les snipers soviétiques à Stalingrad éliminèrent un nombre estimé entre 8,000 et 11,000 soldats allemands. Le chiffre exact est impossible à déterminer avec certitude. Les records soviétiques étaient incomplets et beaucoup de kills n'étaient jamais confirmés officiellement. Mais ce que nous savons avec certitude est que ce chiffre représentait 3 à 4% de toutes les pertes allemandes à Stalingrad. Un pourcentage qui semble petit jusqu'à ce qu'on réalise qu'il fut accompli par peu. Être 400 à 500 snipers actifs à tout moment donné. Moins de 0,2% des forces soviétiques engagées. Le ratio de force-effet était obscène. Un sniper soviétique avait l'impact tactique de 50 à 100 soldats d'infanterie conventionnelle. Le 6 janvier 1943, l'invincibilité apparente de Zaïtsev prit fin. Il opérait dans son secteur habituel d'Octobre Rouge, quand une mine antipersonnelle S-mine allemande, surnommée Bunzing Betty, explosa à 6 mètres de sa position. Les fragments de shrapnel le touchèrent au visage et à la poitrine.
Ses yeux furent gravement endommagés. Il devint temporairement aveugle. Koulikov, qui était avec lui, le traîna jusqu'aux lignes soviétiques sous le feu. Le trajet de 800 mètres prit 4 heures. Rampant d'ombre en ombre, Zaïtsev, inconscient la moitié du temps, perdant du sang de multiples blessures, Zaïtsev fut évacué par avion vers Moscou le 18 janvier. Le professeur Vladimir Filatov, l'ophtalmologiste le plus célèbre d'Union soviétique, fut personnellement chargé de son cas par Staline lui-même. Après 2 opérations et des mois de récupération, Zaïtsev retrouva partiellement la vue. Assez pour continuer à servir, mais jamais assez pour revenir au tir d'élite de haute précision. Son combat à Stalingrad était terminé, mais son héritage ne faisait que commencer. Quand les dernières forces allemandes se rendirent à Stalingrad le 2 février 1943, les leçons de l'école de snipers de Zaïtsev étaient déjà en train de transformer l'armée rouge. Chaque front soviétique créa ses propres écoles de tireurs d'élite. Le curriculum de Zaïtsev devint doctrine officielle. En 1944, l'armée rouge comptait plus de 9,000 snipers qualifiés opérant sur tous les fronts. Les innovations développées dans les ruines de Stalingrad furent codifiées dans le manuel de 1943 tactique de sniper en combat urbain. Camouflage par assimilation, position de longue durée, hiérarchie de cible, psychologie de zone de mort, tactique de binôme à la soviétique, exploitation de terrains détruits. Mais plus important que les techniques fut la transformation philosophique. Avant Stalingrad, les snipers étaient considérés comme des éléments de support. Après, ils devinrent une arme stratégique indépendante. Les statistiques de guerre totale des snipers soviétiques sont stupéfiantes. Total, estimé de kills 450, 000 à 500, 000, environ 34, 000, snipers formés durant la guerre. Moyenne de 13 à 15 kills par sniper, les top 10 snipers soviétiques combinés totalisèrent 215 kills confirmés. Les Allemands, malgré leur tradition de Scharfschützen remontant à 1914, ne purent jamais égaler cette échelle industrielle de formation et de déploiement. Plus révélateur, après Stalingrad, les Allemands évitèrent systématiquement le combat urbain prolongé quand possible. Leur doctrine évolua vers des contournements et des sièges à distance, plutôt que des assauts frontaux sur des villes. Ils avaient appris qu'en milieu urbain, contre un défenseur motivé utilisant des snipers efficacement, l'attaquant subit un désavantage psychologique et tactique presque insurmontable. Zaïtsev fut le plus célèbre, mais pas le plus meurtrier. D'autres snipers soviétiques accumulèrent des scores plus élevés dans d'autres secteurs. Mikhail Surkov, 702 kills confirmés sur le front de Leningrad. Ivan Sidorenko, 500 kills confirmés sur multiples fronts. Lyudmila Pavlichenko, 309 kills confirmés. La femme sniper la plus meurtrière de l'histoire. Mais Zaïtsev resta le plus influent. Non pour ses kills, mais pour son système. Les milliers de snipers formés selon ses méthodes eurent collectivement un impact bien plus grand que n'importe quel tireur individuel. Zaïtsev survécut à la guerre, continuant à servir comme officier d'infanterie après que ses blessures oculaires le disqualifièrent du tir d'élite de précision. Il participa à la bataille de Berlin, atteignant le rang de capitaine. Après la guerre, il vécut une vie remarquablement modeste à Kiev, travaillant comme directeur d'une usine textile. Il évitait la célébrité, refusant la plupart des interviews, vivant dans un appartement ordinaire avec sa femme. Ses mémoires, notes d'un sniper russe, publiées en 1956, devinrent un manuel non officiel pour les tireurs d'élite du monde entier. Les forces spéciales américaines l'étudiaient, les SAS britanniques le traduisirent, même les Israéliens l'incorporèrent dans leur formation. En 1991, après la chute de l'Union soviétique, Zaïtsev exprima un souhait. Être enterré à Stalingrad, sur la colline Mamayev-Kurgan, où tant de ses camarades étaient tombés. Il mourut le 15 décembre 1991, à 76 ans. Le gouvernement russe honora sa demande. En janvier 2006,
Ses restes furent exhumés, errés, enterrés avec tous les honneurs militaires sur Mamaïev-Kurgan, surplombant la Volga et les ruines reconstruites de la ville qu'il avait défendue. Nikolai Kulikov, son binôme et ami de toute une vie, survécut jusqu'à 1993. Il assista aux funérailles de Zaïtsev, déclarant « Vassili m'a appris à chasser les hommes. Mais plus important, il m'a appris que même en tuant, on peut rester humain. » Il respectait ses ennemis. Il les tuait, oui, mais il les respectait. C'est une distinction que peu de soldats comprennent. Tania Chernova, la sniper femme, survécut également et émigra en Amérique après la guerre, s'installant dans le Bronx. Elle vécut jusqu'à 1996, refusant obstinément de parler de ses expériences à Stalingrad jusqu'aux dernières années de sa vie. Dans une rare interview en 1995, elle dit « Les gens romantisent ce que nous faisions. Ils parlent d'héroïsme et de gloire. C'était de l'abattage. Efficace, nécessaire, mais de l'abattage. Nous tuions des hommes qui ne nous avaient rien fait personnellement, sur ordre, parce que c'était la guerre. La différence avec les snipers, c'est que nous les voyions. Chaque visage, chaque expression quand la balle frappait. J'ai tué 127 hommes dont je me souviens des visages. C'est mon fardeau. Je ne regrette rien, ils envahissaient ma patrie. Mais je ne le célèbre pas non plus. Les innovations de Zaïtsev à Stalingrad influencèrent le développement des tactiques de sniper pour les 80 années suivantes. Guerre du Vietnam. Les marines américains adoptèrent directement plusieurs techniques de Zaïtsev. Carlos Adcock, le sniper américain légendaire, avec 93 kills confirmés, étudia les mémoires de Zaïtsev. Sa méthode de campement long dérivait directement des doctrines de Stalingrad. Guerre urbaine moderne. Sarajevo, Grozny, Mogadischu, Fallujah, tous ces combats urbains virent l'application des principes de Zaïtsev. Les défenseurs, avec des snipers positionnés stratégiquement, infligeant des pertes disproportionnées aux attaquants. Équipement moderne. Le développement des lunettes de visée modernes, des systèmes de suppression de flash, des munitions subsoniques, tous furent en partie motivés par les leçons de Stalingrad. Les militaires cherchaient à résoudre le problème fondamental. Comment trouver et éliminer un sniper invisible? Formation psychologique. Les programmes modernes de sniper incluent maintenant une formation psychologique extensive, pas seulement pour gérer le stress de tuer à distance personnelle, mais pour cultiver la patience, la discipline mentale et la capacité de rester immobile pendant des périodes prolongées. Ces éléments étaient centraux dans le curriculum de Zaïtsev. Contre-sniper tactique. L'art de chasser les snipers, utilisant d'autres snipers, observation coordonnée, analyse de patterns, psychologie inverse. Tout cela émergea directement de l'expérience de Stalingrad. Les Allemands développèrent les premières vraies doctrines de contre-sniper, forcées par la menace soviétique. L'histoire de Zaïtsev et de Stalingrad a été romancée, exagérée et parfois inventée. Le film Enemy at the Gates, bien que visuellement impressionnant, contient de nombreuses inexactitudes historiques. Mythe commun. Zaïtsev avait 400 plus kills. Faux. Son chiffre officiel était 242 à la fin de Stalingrad. Koenig était un super sniper envoyé spécifiquement pour tuer Zaïtsev. Partiellement vrai. Mais son nom et credentials exacts restent débattés. Les snipers soviétiques opéraient sans peur. Faux. Ils avaient peur comme tout soldat. Un bon sniper ne rate jamais. Absurde. Même Zaïtsev ratait. Réalité souvent oubliée. Le coût psychologique était énorme. Beaucoup de snipers soviétiques développèrent des problèmes psychologiques sérieux après la guerre. Les pertes. Le taux de survie de 39% du premier groupe de Zaïtsev était considéré exceptionnellement bon. Les conditions. Gelure, dysenterie, faim, rats, poux et l'odeur omniprésente de la mort. La routine. Pour chaque kill dramatique, il y avait des centaines d'heures d'attente dans l'inconfort extrême. L'héritage des snipers de Stalingrad soulève des questions morales complexes que même les participants reconnaissaient.
Zaïtsev lui-même écrivit en 1965 « Les gens me demandent comment je pouvais tuer autant d'hommes. Je réponds, c'était la guerre. Mais la vraie question est plus difficile. Comment pouvais-je les regarder dans mes lunettes, voir leurs visages, leurs gestes humains, et tirer quand même? La réponse est que je devais les déshumaniser dans mon esprit. Chacun devenait non pas un homme, mais un envahisseur. Pas un fils, un père, un mari, mais un fasciste. Cette transformation mentale était nécessaire pour ma survie psychologique. Mais c'était aussi un mensonge. Ils étaient des hommes, et je les tuais. Cette honnêteté brutale distingue les mémoires de Zaïtsev. Il ne glorifiait pas, il ne célébrait pas. Il reconnaissait le coût moral de ce qu'il avait fait, même en maintenant que c'était nécessaire. Anatoly Chekhov, 169 kills, alla plus loin dans une interview de 1989. Nous étions des assassins légalisés. Je ne regrette rien. Si nous ne les avions pas tués, ils auraient détruit mon pays. Mais appelons les choses par leur nom. J'ai assassiné 169 hommes, pas en combat face à face, pas dans la chaleur de la bataille. Froidement, délibérément, après observation et calcul. C'est différent de l'infanterie ordinaire. Nous choisissions nos victimes, nous les étudions, puis nous les tuions. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette préméditation. Les psychologues militaires modernes reconnaissent maintenant que les snipers subissent un type unique de stress post-traumatique. La distance personnelle, être assez proche pour voir le visage, mais assez loin pour le cadre comme une cible, crée une dissonance cognitive particulière. Une étude de 2007 sur des vétérans snipers de multiples conflits trouva que 73% rapportaient des cauchemars récurrents où ils voyaient les visages de leurs cibles. 41% rapportaient une difficulté significative à maintenir des relations interpersonnelles proches après le service. Cela ne rend pas leur sacrifice moins valide, mais cela reconnaît que le coût de la guerre ne se mesure pas seulement en vie perdue, mais aussi en dommages psychologiques portés par ceux qui survivent. Le 22 octobre 1942, quand Vassili Zaïtsev tua le sniper allemand que l'histoire appellerait Erwin König, il ne savait pas qu'il écrivait le chapitre final d'une transformation qui changerait la guerre moderne. Les ruines de Stalingrad avaient prouvé quelque chose de fondamental. Dans le chaos urbain, un individu motivé, bien entraîné et patient pouvait avoir un impact tactique disproportionné. Le ratio force-effet des snipers, un homme neutralisant 50 à 100 ennemis, défiait toutes les assumptions conventionnelles sur la puissance de combat. Mais plus profondément, Stalingrad avait révélé une vérité psychologique. La peur de l'invisible est plus paralysante que la peur du visible. Les soldats allemands pouvaient affronter les chars, l'artillerie, les charges d'infanterie. Ils comprenaient ces menaces. Ils pouvaient les voir, les combattre, les rationaliser. Mais le sniper invisible qui pouvait les tuer à tout moment, de n'importe où, sans avertissement, cette menace les hantait. Elle les transformait en créatures craintives, courbées, hésitantes. Elle détruisait le moral plus efficacement que n'importe quel bombardement. Les statistiques finales de Stalingrad le confirment. Pertes allemandes totales, environ 750, 000 morts, blessés, capturés. Causés par artillerie, 32% par armes automatiques, 28% par combats rapprochés, 10 à 9% par snipers, 4% par autre cause, 10 à 7%, 4% semble petit. Mais ces 30,000 morts par sniper furent accomplis par peu, être 500 à 600 tireurs d'élite actifs à tout moment. Un ratio de 50-60 contre 1. Si l'armée rouge entière avait eu ce ratio d'efficacité, elle aurait pu vaincre la Wehrmacht avec un dixième de ses effectifs réels. L'héritage de l'école de Zaïtsev en chiffres. 28 élèves du premier groupe totalisèrent 879 kills combinés. Ces 28 formèrent 287 autres snipers, produisant environ 30 et 1,000 kills additionnels estimés. Ces 287 formèrent environ 400 autres,
avec un impact incalculable, mais massif. Une cascade multiplicative sur toute la guerre. Vassili Zaïtsev, le berger de l'Oural qui avait appris à chasser le loup, avait créé un système qui transforma des milliers de soldats ordinaires en prédateurs invisibles. Il n'avait pas seulement gagné un duel contre un sniper allemand, il avait gagné une guerre d'idées sur comment combattre dans les ruines. Les Allemands avaient attaqué Stalingrad, avec la certitude de leur supériorité technique et tactique. Ils l'avaient quitté, ceux qui survécurent, hantés par des fantômes invisibles qui les avaient chassés dans chaque ombre. Sur Mamayev Kurgan aujourd'hui, où Zaïtsev repose, une plaque indique « Ici repose Vassili Grigorievitch Zaïtsev, héros de l'Union soviétique, qui avec ses camarades chasseurs a défendu Stalingrad. Il a tué 242 envahisseurs. Il a formé 28 snipers, qui ont tué 879 envahisseurs. Ils ont transformé les ruines en terrain de chasse. Ce que la plaque ne dit pas, mais que l'histoire murmure. Ils ont aussi transformé la guerre urbaine pour toujours. Après Stalingrad, toute armée attaquant une ville devait calculer le coût non seulement en termes de défenseurs visibles, mais de chasseurs invisibles. Les mathématiques de la terreur avaient changé. Un homme, une balle, 100 vies affectées. Les chasseurs de Stalingrad avaient prouvé que parfois, l'arme la plus meurtrière n'est pas celle qui tue le plus, mais celle qui terrorise le plus. Et qu'un fusil dans les mains d'un homme patient peut être plus efficace qu'un bataillon dans les mains d'hommes pressés. Vassili Zaïtsev mourut en 1991, la même année que l'Union soviétique qu'il avait défendue. Mais ses méthodes vivent. Chaque sniper moderne, dans chaque armée du monde, suit des doctrines qui portent l'empreinte de ce que fut appris dans les ruines fumantes de Stalingrad en 1942. Les chasseurs avaient gagné. Et la guerre ne serait plus jamais la même. En 1985, lors d'une réunion internationale de vétérans à Berlin-Ouest, un homme âgé allemand approcha Nikolai Kulikov, qui représentait les vétérans soviétiques. L'Allemand se présenta comme Wilhelm König, neveu d'Erwin König. Il portait des documents, lettres, photos militaires, carnets, qu'il souhaitait partager. Kulikov les examina. Puis il secoua la tête doucement. « Je suis désolé, dit-il en allemand appris après la guerre. Ces documents concernent un tireur d'élite nommé König, qui est mort en mars 1943 à Kharkov. L'homme que nous avons tué à Stalingrad était différent. Son vrai nom, nous ne le saurons probablement jamais. Peu, être König était-il un pseudonyme opérationnel? Peu, être était-ce une confusion de notre propagande? Mais l'homme était réel. Vassili l'a tué. J'étais là. Wilhelm König, si c'était bien son vrai nom, répondit. Peu, être que cela n'a plus d'importance. Le sniper, quel que soit son nom, est devenu un symbole. Votre ami Zaïtsev, aussi. Il représente quelque chose de plus grand que leurs identités réelles. Il représente l'évolution de la guerre, où un homme peut changer le cours d'une bataille. Kulikov hocha la tête. C'est vrai. Mais je voudrais quand même connaître son vrai nom, pour le respecter correctement. C'était un adversaire digne. Ils trinquèrent ensemble, deux vieux hommes buvant à la mémoire d'ennemis morts depuis longtemps, dans une ville qui avait été divisée par la guerre qu'ils avaient combattue. C'était, être, la vraie victoire de Stalingrad. Pas les kills, pas les statistiques, pas les médailles, mais le fait que des décennies plus tard, d'anciens ennemis pouvaient se rencontrer en paix et honorer mutuellement le courage, même dans la guerre la plus terrible de l'histoire. Les chasseurs de Stalingrad avaient tué par milliers, mais ils avaient aussi survécu, et dans leur survie portait le témoignage que même dans l'enfer urbain le plus meurtrier jamais créé, l'humanité pouvait persister. Vassili Zaïtsev l'avait dit lui-même, dans ces dernières années. J'ai tué des hommes. Je ne le célèbre pas, je ne m'en excuse pas. C'était nécessaire. Mais je n'oublie jamais qu'ils étaient des hommes, comme moi. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu être amis. La guerre nous a transformés en chasseurs, et chassés,
La paix nous a permis de redevenir hommes. C'est la leçon que je voudrais laisser. Tuez si vous devez, mais ne perdez jamais votre humanité dans le processus. Sur ce principe, un berger de l'Oural avait construit un système qui tua des milliers, mais sauva peu. Être des dizaines de milliers d'autres en raccourcissant la guerre. Les mathématiques de la moralité en temps de guerre ne sont jamais simples, mais elles sont toujours, inexorablement, humaines. Le story de German PSWs qui witnessed American Industrial Might n'était pas seulement un moment de propagande. C'était une transformation psychologique qui aida à reconstruire l'Allemagne d'après-guerre. Les soldats qui rentrèrent chez eux portaient avec eux la connaissance que la démocratie n'était pas synonyme de faiblesse, que l'abondance ne venait pas de la conquête, mais de la création, que traiter même ses ennemis avec dignité était un signe de force, pas de faiblesse. Les chasseurs de Stalingrad avaient prouvé que dans la guerre, parfois moins est plus. Moins d'hommes, avec plus de compétences, plus de patience, plus d'intelligence, pouvaient accomplir plus que des armées entières. C'était une leçon que toutes les forces militaires modernes ont apprise et intégrée. Aujourd'hui, quand les forces spéciales de n'importe quel pays forment leurs tireurs d'élite, elles enseignent toujours les principes que Vassili Zaïtsev a codifiés dans les ruines fumantes de Stalingrad en 1942. Le camouflage n'est pas se cacher, c'est devenir invisible. La patience n'est pas attendre, c'est chasser. La précision n'est pas tirer juste, c'est tirer une fois. Et la leçon la plus importante de toutes. Dans les ruines d'une ville détruite, un homme avec un fusil, et la volonté de l'utiliser peut changer le cours de l'histoire. Les chasseurs de Stalingrad l'ont prouvé, et le monde ne l'a jamais oublié.